Bonjour Pascal Pernaut. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de contribuer d'une manière assez vivante à la préparation de l'après-midi d'études qui aura lieu le 24 mai prochain sur le thème Lire Lacan aujourd'hui dans les institutions. Euh, alors, vous êtes psychologue psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, de l'Association mondiale de psychanalyse, de l'Anvers et de l'Association de la cause freudienne en Île-de-France, dans laquelle vous avez été très impliqué de nombreuses années. Euh, Vous avez travaillé, alors justement, puisqu'on va parler d'institutions, vous avez vous-même travaillé dans de nombreuses institutions très variées. Euh, vous êtes également de formation universitaire en philosophie et en ethnologie, et vous avez travaillé dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, en CMP, en CMPP. Vous avez eu un rôle, vous avez mis en place des cartels itinérants au sein de grandes institutions dans lesquelles il y avait à la fois de l'intra, du CMP, hôpitaux de jour, placements familiaux, dans lequel vous avez mis en place un travail en ex-team que vous avez poursuivi au sein de l'ACF, peut-être vous nous en parlerez un petit peu, et pour finir, vous avez aussi travaillé en Afrique. Je laisse maintenant la parole à Béatrice Piovan, qui est étudiante et future psychologue, et qui a des questions à vous poser. Bonjour, Monsieur Pernan. Bonjour. La première question qu'on a pensé pour vous poser aujourd'hui, c'est que vous inspirent les titres Lire Lacan aujourd'hui dans les institutions? Alors, j'aime bien l'intitulé de votre question parce que il y a lire, Lacan, institution. Et le point central, c'est Lacan. Lire Lacan. Jacques-Alain Miller, tandis que Lacan avait fait des jardins à la française par rapport à Freud, Jacques-Alain Miller fait ce que l'on pourrait appeler des jardins à la japonaise, c'est-à-dire caillou par petit caillou, par rapport à l'enseignement de Lacan. Donc, évidemment, c'est la logique du signifiant. La logique du signifiant, ça implique la barre sur l'autre, c'est-à-dire la faille, c'est-à-dire quelque chose qui défaille dans le langage à dire ce qu'il en est de la jouissance. Et je voudrais mettre l'accent, parce que bien sûr, ça va de soi que lire Lacan, c'est lire les écrits et les commentaires de Lacan qui bordent justement cette faille. Bon, ça va de soi, mais il faut rappeler, c'est là-dessus que je voudrais insister, que Lacan dans l'étourdi, par exemple, souligne que qu'on dise s'oublie derrière, etc. Mais derrière aussi ce qui s'écrit. C'est-à-dire que dans ce qui s'écrit, il y a quelque chose qui ne se lit pas. Bon. Et c'est là-dessus que Lacan martèle son enseignement jusqu'à dire que ce qui s'enseigne est ce qui borde ce qui n'existe pas. Donc, c'est sur le réel, au fond, que tout le monde bute, qu'on soit de notre formation de l'école ou de l'ACF, ou qu'on ait affaire, bien sûr, aux patients, ou qu'on ait affaire aux collègues avec lesquels on travaille en institution. Bon, c'est ce réel qu'il faut parvenir à prendre en compte, à border. Voilà. Alors, lire, lire et enseigner, ce sont deux choses donc tout à fait différentes. Quand Lacan dit qu'enseigner, c'est border ce qui n'existe pas, comment s'enseigne-t-on dans les ACF? Enfin, aujourd'hui, on dit l'ACF. À l'époque de la fondation de l'ACF Île-de-France, à laquelle j'ai eu la chance de participer, chaque ACF avait sa particularité régionale. Celle de l'Île-de-France était très ancrée dans les institutions, ça le reste, mais on va peut-être voir comment justement, à l'époque de la création de l'ACF, on avait tenté, parfois réussi, à s'ancrer vraiment dans le travail institutionnel, que ce soit avec les collègues praticiens ou que ce soit avec l'administration des établissements. Bon.
l'époque est révolue, mais il y a peut-être des moyens que nous avions utilisés qui peuvent perdurer ou donner idée à des aggiornamento actuels de ces façons de pratiquer, où le savoir n'est pas de notre côté, il n'y a pas de savoir sur le réel. Bon. Ni par rapport aux patients, ni dans ce qu'on va partager avec les collègues des institutions, bon, ni avec l'administration. Enfin, je me souviens là tout à coup de ce que disait Serge Cotet, les analystes jouent les Socrates dans les CMP, ce sont des Socrates de CMPP. C'est justement ce qu'il y a à éviter, c'est-à-dire d'avoir une position d'hystérique, c'est-à-dire d'arriver avec le sujet barré pour initier un discours qui va évidemment s'opposer au discours du maître. Quel partenaire on peut trouver quand on opte pour le discours hystérique dans une institution. Et donc le maître ayant le budget, le résultat est assez rapide. Bon. Alors, lire et enseigner, déjà une distinction. La première distinction que j'essayais de faire, c'est Lacan, ce qui s'écrit et ce qui ne se lit pas dans ce qui s'écrit. Et puis, il y a une troisième distinction à faire à partir du libellé de votre question, c'est la destitution subjective et l'institution. C'est quand même deux choses qui sont hétérogènes. Bon. Comment articuler cette hétérogénéité entre la destitution subjective, celle des patients, la nôtre, et puis l'institution, et les différentes figures du maître qui se sont toujours succédées, les différentes figures, mais le maître sera toujours là avec des apparences différentes. Donc, comment trouver une position qui nous permette de tourner, d'user du discours du maître, voire du discours de l'université aussi bien, sans être du côté de l'hystérique de service qui joue les Socrates de CMP. Merci pour cette réponse. Vous parlez justement de la différence entre la lecture et l'enseignement. Pour la deuxième question qu'on a pensé de vous poser aujourd'hui, c'est lire Lacan pour la première fois, c'était comment pour vous et comment peut-être cette pratique de lecture vous oriente encore aujourd'hui. C'est peut-être justement de là que s'origine ce qui me fait vous avoir déjà répondu à la première question. Ma première fois de lien, de découverte de Lacan. J'étais tout petit, j'étais chez mes parents, la télévision diffusait Télévision de Jacques Lacan, et ça a eu un effet qui continue aujourd'hui, puisque je vous en parle, qui est de venir chercher chez moi quelque chose que je ne savais pas, mais qui était peut-être abordé. Voilà. Donc, pour ce qui est du transfert, ça a évoqué chez moi les figures de quelqu'un de ma famille. Voilà. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'énonciation. C'est-à-dire le fait qu'il y avait une énonciation qui me semblait venir de nulle part, qui était d'une rigueur incroyable, et qui justement bordait ce qui ne peut pas se dire, mais qui est une énonciation ferme, précise. Voilà. Donc ça, c'est ma rencontre avec l'effet Lacan sur moi, qui est un effet d'énonciation sur moi, et non pas de lecture. J'ai lu évidemment Télévision ensuite, mais c'est d'abord l'effet qui m'a, si je peux dire, indiqué la voie de l'analyse. Bon. Ensuite, dans mes études de philosophie, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Kaufmann, qui était un élève de Lacan, qui était prof de philo à Nanterre et qui de temps en temps participait au séminaire de Lacan quand il y avait des questions de philosophie à aborder. Et donc, il m'a indiqué le chemin, cet enseignant, du côté de la philosophie et la folie-sophie de Lacan. Bon, c'est comme ça que il m'a indiqué la route d'un DEA en philo.
et que c'est sur les impasses philosophiques de la pensée, du fait qu'il n'y ait pas de métalangage, mais que pour les philosophes, il y a du métalangage sur l'être, enfin ils tentent de le faire, donc c'est sur les impasses de formalisation de la philosophie que je me suis mis à lire autrement Lacan. Ensuite, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui travaillaient dans le laboratoire de Lévi-Strauss, dont Pradel de la Tour, en ethnologie, là. Et donc, il y avait aussi l'impasse du maniement du symbolique chez Lévi-Strauss. Bon, je me souviens d'un petit schéma Lévi-Strauss sur l'articulation sociologique chez les Cherantes du Brésil, qui est exactement le schéma L de Lacan, à ceci près que le schéma L, justement, tient compte de la faille du symbolique, ce que Lévi-Strauss n'est pas en mesure de faire, puisque c'est pas sa question. Bon. Voilà. Et puis, dans ce petit creuset Nanterre, école normale supérieure de Saint-Cloud, il y avait Vapro, Jean-Michel Vapro, qui faisait de la topologie avec Lacan. Et donc, voilà, c'était pour moi le pied à une façon d'aborder ce qui ne se lit pas dans ce qui s'écrit avec la topologie et Jean-Michel Vapro. Merci pour cette autre réponse. Donc la dernière question, c'est comment donc tenir debout en institution à l'époque actuelle, à l'heure où le discours scientiste et la démarche comportementale signent de plus en plus l'exclusion du sujet et de sa parole. Tenir debout, bien sûr, j'entends la question et l'effroi des collègues face aux figures actuelles du maître quand la question de la clinique les anime, ces collègues. Pourtant, debout, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt allongé sur un divan, c'est-à-dire avoir une position d'analysant civilisé, comme dit Éric Laurent, plus que de tenir debout face aux figures actuelles du maître. Bon. J'ai eu la chance de participer à ce qu'était la suite de la mise en place du secteur avec plusieurs établissements. C'était l'époque de la thérapie institutionnelle autour de Toscaïès voilà. Et des gens qui étaient proches de l'école comme à l'époque Houry. Donc le système qui était mis en place, donc qui aujourd'hui respecterait tout à fait ce qu'on appelle la psychodynamique, la psychiatrie commençait à virer vers la sociologie et être quand même de plus en plus attentive à la biologie. L'intérêt de ce groupe d'institutions, c'est que à partir de chaque institution, là où on pouvait travailler, participer, on a pu créer ce que j'ai appelé les cartels de cafetière, c'est-à-dire autour de la cafetière, là où les équipes soignantes se réunissent, prendre après les réunions de synthèse, voilà. Mais alors toi, t'étais en difficulté avec. Ah oui, oh bah si tu savais. Bon, et de reprendre ce qui est insupportable à chacun dans la clinique, bon, de le reprendre au cas par cas, au un par un, et non pas d'apporter un savoir qui va éclairer les collègues, non pas de traiter, de mettre à plat un cas clinique ou une vignette clinique, ce qui est rigoureusement et heureusement structurellement impossible et ce qu'il faut respecter comme impossible, mais repartir à chaque fois d'un point précis qui chacun d'entre nous est pour qui chacun d'entre nous est une impasse. Bon. Donc au un par un, ces petits cartels improvisés de cafetière sont devenus une pratique de cartel itinérant, c'est-à-dire que d'une institution à l'autre, alors ça pouvait être un service à l'hôpital psychiatrique, un CMP, un CMPP, un hôpital de jour, donc à chaque fois, quelqu'un d'entre nous qui travaillait dans cette institution invitait les collègues qui travaillaient dans une autre institution à venir présenter quelque chose qui leur avait posé problème dans l'institution où ils travaillaient, et dans la mesure où c'était
le secteur infanto-juvénile. Bien sûr que de classe d'âge en classe d'âge, les institutions entre elles présentaient pour admission dans un autre établissement les patients. Et donc, l'administration des établissements était très intéressée par ce travail en amont d'une institution à l'autre, avec une mise en confiance, disons, en intérêt commun des soignants entre eux. Donc, au un par un, au cas par cas, ça a donné l'intérêt de certains collègues pour une cure analytique. Donc, voilà, c'est le virage au divan. Pour un travail en cartel, donc le système des cartels itinérants d'institution en institution. Donc, on est parti de très peu nombreux, autour de cas très précis, et au moment où ça devait être aux alentours de je sais pas 2010, quelque chose comme ça, au moment où j'ai cessé de travailler dans ce bassin de l'infanto-juvénile, on avait organisé une journée, c'était à Compiègne, qui devait regrouper 120 personnes à peu près, de l'hôpital psychiatrique, des institutions différentes, de la pédiatrie, des médecins généralistes, des psychiatres en ville, voilà. Bon. J'ai rencontré d'ailleurs Yasmine Grasser à l'hôpital, qui elle faisait un séminaire sur l'autisme. Moi, j'avais un groupe de travail que je n'appelais pas séminaire parce que je voulais rester dans la modestie du travail en institution qui n'était pas adoubée par l'hôpital, mais c'était parler le langage, le sujet. Voilà. Donc, j'ai gardé de cette expérience le fait, une fois que je suis venu sur Paris, que les cartels itinérants étaient une chose qui fonctionnait. Donc, on fait un cartel. À l'époque, c'était, je peux citer les noms de Sophie Gaillard, Yves-Claude Stavy, Ricardo Chabelman et Paolo Siqueira. Et donc, nous allions d'institution en institution, à la fois pour présenter ce qui nous avait posé problème dans le cadre de notre clinique institutionnelle, dans les institutions où on travaillait, et permettre aussi aux collègues de dire aux collègues des institutions, de nos institutions, de présenter ce qui leur avait été difficultueux. Et ensuite, la soirée suivante, c'était l'institution qui était hôtesse de notre petit cartel là, qui avait à présenter. Voilà. Donc, ça donnait une communauté de travail autour du non-savoir. Bon. Alors, en Afrique, j'ai aussi pu faire comme on dit en ethnologie, du terrain avec les guérisseurs traditionnels, et m'apercevoir justement que, enfin, je ne vais pas raconter des anecdotes pourtant qui pourraient être assez intéressantes chez les pygmées par exemple, un guérisseur traditionnel avait fait valoir une équivoque dans la langue pygmée, mais je ne parle pas couramment le pygmée, et donc il a fallu qu'il y ait un traducteur du pygmée au bantou, puis un traducteur du bantou au français. Et donc ce qui est absolument étonnant, c'est que, un peu affûté, les deux traducteurs successifs ont cherché une équivoque qui correspondait de la langue pygmée au bantou et du bantou au français, pour nous faire saisir comment le guérisseur traditionnel avait joué de l'équivoque en pygmée auprès d'une patiente, puisque c'était une présentation de malade, au fond, ce à quoi il nous avait fait participer ce guérisseur. Alors, attention, évidemment que les guérisseurs traditionnels et les traditions ne tiennent absolument pas compte de la faille du langage, ni la question de la jouissance telle que nous on peut le faire. Cette anecdote a une valeur simplement sur la finesse clinique pour entendre l'équivoque signifiante. Pour le reste, évidemment que la conduite à tenir est complètement différente chez les guérisseurs traditionnels de ce que peut être une clinique orientée par la psychanalyse. Bon. Et que vous dire d'autre
sur ce tenir debout. Peut-être la façon dont chacun a son style, son symptôme, pour tenir face à l'écrasement euh, du maître actuel. Euh, Lacan, paraît-il, une de ses dernières paroles, c'est je suis obstiné. Soyons obstinés. Je pense à une autre parole, enfin un écrit du coup, mais qu'est-ce qu'on peut lire dans cet écrit et quel est l'effet de cet écrit dans ce qui ne peut pas se lire dans cet écrit. Au moment où la Gestapo demande à Freud un petit mot pour dégager toute responsabilité du Troisième Reich sur le départ de ce juif à l'étranger, Freud écrit qu'il n'a jamais eu à se plaindre de la Gestapo, et il ajoute, alors j'ai pas le texte exact en tête, je l'ai recherché mais je l'ai pas retrouvé là rapidement, il ajoute donc qu'il pourrait conseiller à ses meilleurs amis les relations avec la Gestapo. Bon, qu'est-ce que c'est cette façon de manier le hors-sens, de manier euh, l'humour par la dérision, l'humour par